Siècle de paradoxes où se mêlent le progrès scientifique et technique et la folie meurtrière des guerres, le XXe siècle est aussi celui de la vitesse. Au milieu de ce tourbillon où tout va de plus en plus vite, les grands paquebots symbolisent jusqu'à la fin des années 50 un certain art de vivre et incarnent le prestige des nations. Après l'Île-de-France en 1926, surnommée rue de la paix de l'Atlantique, la French Line lance Normandie. 313 mètres d'élégance absolue, équilibre des volumes, pureté des lignes, harmonie des trois cheminées, le tout au service d'une formidable impression de puissance. Le décor intérieur, chef-d'œuvre des plus grands artistes de l'époque, n'est pas en reste. 86 mètres de long, 8 mètres 50 de haut, la salle à manger est aussi spacieuse que la galerie des glaces de Versailles. Somptueux mais aussi rapide. Quand Normandie arrive à New York en mai 1935, le célèbre ruban bleu flotte au sommet du Grand Mât. 4 jours, 3 heures et 14 minutes, nouveau record de traversée de l'Atlantique Nord. Rassemblé le long de l'Hudson, New York fait un triomphe au plus beau bateau du monde. Ravagée en 1942 par un incendie dans le port de New York, Normandie doit attendre le 11 mai 1960 pour trouver un successeur. Le paquebot France a épousé la mer. Ces mots du général de Gaulle accompagnent le baptême du dernier-né de la French Line. Quand le plus grand paquebot du monde entame sa première transatlantique, il est trop tard. Nous sommes le 3 février 1962, l'avion a déjà pris le pouvoir sur l'Atlantique Nord. En 1974, avec l'arrêt de France, l'âge d'or des paquebots s'achève définitivement. L'ère de la croisière et du Norway peut commencer. Racheté le 25 juin 1979 77 millions de francs par l'armateur norvégien Knut Kloster, France devient, après plus de 4 années d'abandon, Norway, Norvège en anglais. Profondément transformé, le Norway réussit sa reconversion et devient l'un des symboles de la croisière aux Caraïbes. Pour la première fois depuis le mois de mai 1974, la longue coque du Norway fend les eaux de la Méditerranée, renouant ainsi 25 ans après avec les sensations oubliées de sa jeunesse. Cette croisière est l'occasion d'un double voyage, touristique tout d'abord, à la découverte de Villefranche-sur-Mer, de Barcelone et de Lisbonne, autant de cités au riche passé maritime, archéologique ensuite, à la recherche des vestiges de l'ancien France, dont le fantôme, dit-on, hante toujours les coursives du Norway. Au matin du premier jour, nous arrivons à Villefranche-sur-Mer. Le Norway pénètre lentement dans l'une des plus belles rades du monde. Avec une profondeur allant jusqu'à 150 mètres, la rade de Villefranche attire depuis des siècles la convoitise des puissances navales. Depuis les rois de Sardaigne, qui y établissent un port de galère au XVIIIe siècle, jusqu'à l'escadre américaine qui s'y installe de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1962. Ainsi, malgré ses 10,50 mètres de tirant d'eau, le Norway y jette l'ancre en toute sécurité. L'arrivée du Norway suscite visiblement la curiosité de cette couvée d'optimistes barrés par des enfants. Il faut dire que la proue effilée comme un couteau ne manque pas d'allure. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the Bay of Villefranche. À l'époque où la haute bourgeoisie voyage dans l'incroyable luxe des premiers grands liners, la Riviera française connaît un nouvel essor. Avec le siècle, naît l'automobile. Des routes sont construites qui atteignent certaines parties du littoral jusqu'alors inaccessibles. C'est ainsi que s'installent à Saint-Jean-Cap-Ferrat Léopold II, la princesse Hélène de Serbie et de nombreuses têtes couronnées. L'élite européenne y fait construire de somptueuses résidences, dont la villa Ephrussi Rothschild est l'un des plus beaux exemples.
Sur un parc de 7 hectares, Béatrice de Rothschild, collectionneuse et mécène, fait construire un petit palais d'inspiration vénitienne entouré de 7 jardins à thème évoquant l'Italie, l'Espagne ou le Japon. C'est l'époque où la Riviera donne naissance à une architecture cosmopolite et éclectique, épousant ainsi les caprices d'une société richissime qui voyage beaucoup et se passionne pour les civilisations passées. Les invités de Béatrice de Rothschild jouissaient depuis les jardins d'une vue spectaculaire sur la rade de Villefranche. Ils pouvaient y observer les escadres militaires au mouillage, mais également les yachts des célébrités se rendant à la darse de Villefranche, réputée depuis toujours pour ses chantiers navals. Quelle est l'histoire de ce bateau que vous êtes en train de restaurer? Ce bateau qui a été construit en 1926 par le chantier anglais, la Camper Nicholson. Le problème particulier, il a été laissé un peu à l'abandon pendant une dizaine d'années. Mais depuis 1993, il est classé monument historique. D'après ce qu'on dit, ce serait le lieutenant Laurence d'Arabie qui l'aurait fait construire. Ensuite, l'acteur qui a tourné le rôle de Laurence d'Arabie a tenu à le racheter. Bon, ensuite, il y a eu d'autres propriétaires, aussi bien hollandais, anglais, et maintenant c'est un ancien professeur de géographie français qui est là. La darse de Villefranche a quand même une bonne renommée pour les chantiers navals. Devant, vous avez du même chantier, la Camper Nicholson, vous avez le Bystander, un des derniers bateaux construits par Sir Lipton, qui lui servait de bureau, de chambre quand il faisait ses régates ou ses courses américaines. Qu'est-ce qui explique le fait que cette tradition soit aussi forte ici à Villefranche? Ça a toujours existé. Si on va bien chercher, comme c'est passé au Savoie en 1388, ils ont commencé à construire des bateaux, à construire des galères, à les entretenir, les restaurer. La motivation première, c'est quoi? Travailler sur les bateaux, sentir un peu du bois, bois exotique, des tecs, des acajou, ce vernis, là, sentir l'odeur du bois aussi, c'est quand même formidable. Je n'arrive pas à rentrer dans un bateau en plastique, c'est l'odeur qui vous prend qui est... Au XVIe siècle, la Méditerranée n'est pas encore un lieu de croisière pour plaisanciers fortunés. Les raids barbaresques menés depuis Alger par Barberousse, qui s'installe même à Villefranche au cours de l'année 1543, obligent Philibert, duc de Savoie, à fortifier le bassin de la darse de Villefranche. Depuis le Moyen-Âge déjà, les habitants de Villefranche avaient organisé leur cité afin de lutter contre l'insécurité. Certaines rues furent ainsi entièrement couvertes, comme la rue Obscure qui servait de refuge à la population en cas de danger. Après une soigneuse rénovation qui n'a pas écarté les habitants au profit des magasins de souvenirs, la vie a repris son cours dans les ruelles ombragées de la vieille ville qui demeure un authentique et paisible lieu de promenade. Villefranche abrita l'arsenal des galères des rois de Sardaigne.
Jusqu'au XVIe siècle, la plupart des galériens étaient des hommes libres, engagés pour leur qualité de rameurs. Mais très vite, le besoin de flottes puissantes conduit aux galères des milliers de malheureux, parfois pour le simple vol d'un morceau de pain. Le Christ du galérien était polychrome. Et cette peinture s'était abîmée, fatiguée, écaillée au cours de ces 3-4 siècles. Et c'est sur l'initiative de Cocteau, donc, qu'on l'a repris, on l'a décapé entièrement, on est allé au bois. Toutes nos églises avaient un Christ gisant, qu'on portait en procession souvent le vendredi saint. Mon Dieu, je pense que si j'avais été curé de Villefranche à ce moment-là, je me serais particulièrement intéressé à ces galériens, parce que c'était les plus malheureux finalement. Avant de quitter Villefranche, rendons-nous au port, lieu de tradition où l'on pratique toujours la pêche à bord de pointus et où on parle le nissard, une variété de provençal. Vers 5 et manger, il faut que péter. Mais c'est vrai que tu as fait un trou? Oui. Tu as fait un autre filet, tu as fait encore un? Il faut en faire un par semaine au moins. Aujourd'hui, c'est un peu maigre. Ouais. Ben, les variétés de poissons, c'est par période. À partir du mois de mars, ça commence. Alors on prend quelques dorades, quelques poissons blancs, des sévéraux, des maquereaux. Après, en rentrant dans la saison, on prend des rascasses, des rougets. Comment tu montes là-haut? Ah oui, là, nous, on travaille vraiment en famille. Ça fait déjà 3 générations. Moi, j'ai commencé avec mon père. Ma mère qui vendait le poisson, qui raccommodait les filets. Après, je me suis marié, ma femme a continué à vendre le poisson. Avec du fil du 6. Et c'est parce que j'ai rien d'autre. J'avais la colère d'aller à l'école. Je me suis mis pendant les vacances. Mon père, il a dit, elle est bonne pour le service armé. Aussi Ténier et Branca. Bien, Poisfire et Contrenauer. On fait partie un peu du décor, c'est sûr. C'est le folklore, quoi, un peu aussi. C'est ça qui nous plaît, c'est cette qualité de vie, quoi. Ça vous dérange? Non, pas du tout. Au contraire, j'aime bien. De retour à bord du Norway, nous entrons dans l'autre dimension de notre voyage, un voyage dans le temps, celui-là. Par endroits, comme une épave refaisant brusquement surface, l'image du France apparaît sous la peau du Norway. Ouvert aujourd'hui à tous les passagers, le restaurant Windward est l'ancienne salle à manger Chambord, autrefois réservée aux seuls passagers de première classe du France. La décoration murale, faite de laques en aluminium doré, illustrant le thème des plaisirs de la vie, est demeurée intacte. Comment était cette salle à manger à l'époque du France? Bien, il n'a pas beaucoup changé finalement, sauf quelques aménagements dans le mobilier et aussi la rosace du plafond qui a un peu changé parce qu'il n'y avait pas ces petits points lumineux qu'on aperçoit actuellement. Mais cette salle à manger était certainement l'endroit le plus mondain du navire, puisque c'est là que le capitaine recevait ses hôtes de marque, et c'est aussi là que s'assoyaient pour dîner les premières classes du navire. C'est là qu'on retrouvait toutes les célébrités du monde, et c'est là aussi qu'il faisait bon être vu, surtout à la table du commandant, parce que la table du commandant, c'était le summum en plus de la traversée. Quiconque était vu aux côtés du commandant à cette table était désormais regardé avec beaucoup de respect. La croisière moderne a conservé de l'époque des grands liners un certain sens du protocole. Sacrifiant avec sourire à la tradition, le commandant Gerlocken accueille en ce début de croisière chaque passager au club international. Construit sur 2 ponts et occupant toute la largeur du navire, ce salon n'est autre que l'ancien fumoir des premières classes du France. Bien qu'entièrement redécoré, cet espace a conservé toute son élégance. Sans faire appel aux grands couturiers, comme cela était souvent le cas sur le France, les passagers du Norway prennent visiblement un réel plaisir à s'habiller. Tout particulièrement pour la soirée du commandant.
Elle se poursuit un pont plus bas dans le salon Northcape qui occupe une partie du vaste salon Saint-Tropez réservé autrefois à la classe touriste. La transformation du France en Norway a été pour beaucoup dans la suppression des classes. Un grand nombre de lieux ont ainsi été réaffectés à des activités plus lucratives comme le casino, attribut incontournable de la croisière moderne américaine. Après le cocktail, les passagers sont invités à prendre place sous le dôme étoilé du restaurant pour le dîner de gala. Sous le regard des convives déjà installés, le commandant et ses invités descendent comme autrefois les 19 marches du grand escalier. Et dans ce vaste programme de repos, les plaisirs de la nuit occupent aussi une place importante. Chaque soir, on s'habille pour aller dîner en ville, dans la grande salle à manger du navire. Durant la nuit, le Norway a mis le cap à l'ouest en direction de Barcelone. Je crois que l'histoire du Norway a commencé avec celle du France. Parce que, pour être honnête, c'est grâce aux France que le Norway est devenu célèbre. Ça veut dire que pour moi, personnellement, tout a véritablement commencé avec le France quand j'étais enfant. Vous savez, j'avais un rêve d'enfant, celui de devenir un jour capitaine de ce bateau. En 1980, le Norway entre au chantier naval de Bremerhaven en Allemagne afin d'y subir toute une série de transformations. L'espace intérieur est redistribué afin de tenir compte de la classe unique et la surface des ponts arrière est portée à 6000 m². Le transatlantique est devenu un navire de croisière destiné au marché américain des Caraïbes. Ce que j'aime le mieux à bord de ce bateau, le Norway, la nourriture. Oui, c'est ça, la nourriture. La nourriture. « 30 ans après le début de sa seconde vie et malgré 2 liftings, dont le second en 1987 transforme sérieusement son allure, la légende du France n'en finit pas de ressurgir, parfois même là où on ne l'attend pas. Vous savez pourquoi on trouve de telles peintures ici? Oui, parce que c'est un artiste très connu, Jean Mercier. On l'explique aux enfants chaque semaine. Il dessinait les menus et il réalisait aussi de magnifiques peintures pour les enfants. Il a fait tout ça en 1961. Mais cet artiste est vraiment connu pour la réalisation des menus peints du SS France.
Cette arche de Noé aux couleurs du France, imaginée par Jean Mercier, décorait la salle de jeu réservée aux enfants de la classe touriste. Si les jeux vidéo ont remplacé les séances quotidiennes de Guignol, la plupart des loisirs offerts dans les années 60 aux passagers du France se retrouvent aujourd'hui encore à bord de bon nombre de bateaux de croisière. Enfin, presque. Au petit jour, le Norway pénètre dans le port de Barcelone. Déchirant la brume qui enveloppe encore la ville, s'élèvent les tours de la cathédrale et de la Sagrada Familia. Ancienne puissance maritime, Barcelone s'était peu à peu détournée de la mer. Grâce aux Jeux Olympiques où fut décidée la réhabilitation du front de mer, la ville attire de plus en plus de navires de croisière. Barcelone est sans aucun doute l'une des plus belles et surtout l'une des plus vivantes capitales culturelles européennes. Depuis le monument consacré à Christophe Colomb qui en marque le point de départ, nous remontons la Rambla, cette avenue, ou plutôt cette série d'avenues qui irrigue le cœur de la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Rambla? Les boutiques des Ramblas existent depuis 1853. Il y avait des marchands bien avant, mais 1853 c'est la date officielle. Au début, il y avait seulement 9 marchands de fleurs. Ils avaient installé leur échoppe vers l'enceinte fortifiée de la ville, à proximité des couvents. Une boutique, ce n'est rien, c'est l'ensemble qui compte. Ce marché, c'est l'un des plus importants d'Europe. Il y a de magnifiques boulevards à Barcelone, mais ils ne sont beaux que quelques heures par jour. Les Ramblas, eux, sont beaux 24 heures sur 24. C'est un privilège de travailler sur les Ramblas. Si l'on vient à Barcelone, il faut absolument se promener sur les Ramblas. C'est un peu comme voir la Tour Eiffel à Paris ou comme le Colisée en Italie. C'est impensable de ne pas venir ici. Délaissons quelques instants le tumulte de la Rambla et faisons une courte incursion dans les calmes ruelles du Barri gothique, le quartier médiéval de Barcelone. Mais plus que le gothique, le style architectural qui s'attache le mieux à l'image de Barcelone, c'est le modernisme. Les architectes et les décorateurs catalans s'engagèrent avec force dans ce mouvement de renouveau des formes et des couleurs, rejoints par les mosaïstes, les céramistes, ainsi que par tous les métiers d'art. Ensemble, ils inventèrent un nouveau langage qui se déchiffre encore aujourd'hui sur les façades des maisons ou bien dans les arrière-salles de restaurants.
Naturellement, à côté de ces chefs-d'œuvre anonymes, il en est de plus célèbres qui portent la marque du génie de Montaner et surtout de Gaudi, à qui l'on doit ce rêve de pierre inachevé, la Sagrada Familia. Mais la Rambla nous rappelle que Barcelone est aussi la ville de Picasso et de Miro, dont les délires colorés accompagnent par endroits la marche des passants. Bouillonnante, effervescente, surréaliste, Barcelone ne cesse de nous surprendre. Chaque mètre parcouru sur la Rambla nous entraîne vers de nouveaux territoires de la création. Les Ramblas, c'est tout. Vraiment tout. Oui, les Ramblas, c'est unique. C'est un peu comme notre maison. Les gens qui travaillent ici, c'est un peu notre famille. Oui, si on se promène dans la ville habillé comme ça, les gens ne s'étonnent pas. Mais si on va dans le Paseo de Gracia ou dans n'importe quel autre quartier, alors tu sais, ils pourraient nous jeter des pierres. À quelques dizaines de mètres seulement à l'écart de la turbulente Rambla, s'ouvre la Plaza Real, dont la rectitude napoléonienne tranche avec la fantaisie moderniste. À l'abri des regards, au sous-sol d'un bâtiment de la place, nous pénétrons un monde au décor de boîtes minutieusement alignées et de pots de verre étiquetés. Dans cet univers d'alchimistes, on pèse, on mélange, on cisaille des herbes venues du monde entier. Jusqu'à l'avènement de la démocratie, Barcelone a vécu le dos à la mer. Mais avec les Jeux Olympiques, le port et la ville sont devenus beaucoup plus vivants. Dans les années 45-50, on a découvert l'herbe matée, une herbe originaire du Paraguay, grâce aux marins qui venaient ici. Le maté arrivait avec les cargos de façon clandestine. On en vendait principalement aux Américains et aux Argentins pour leur faire plaisir, car à l'époque, c'était impossible d'en importer légalement. Dernière escale de ce périple au fil de la Rambla, le Mercat de la Boqueria. Depuis son ouverture en 1840, c'est le marché le plus apprécié des Barcelonais. Sous la grande halle métallique installée en 1914, se marient les couleurs des plus beaux fruits de la terre et de la mer. Près de l'entrée principale de la Boqueria, Juanito tient le bar à tapas le plus célèbre de Barcelone. Ce sont mes parents qui ont commencé. Moi, j'ai seulement continué. Et puis maintenant, c'est au tour de mes neveux. En fait, on tient ça de génération en génération. La Boqueria, c'est unique. C'est le meilleur marché d'Europe. Et tous les touristes doivent venir absolument faire un tour à la Boqueria, simplement pour admirer. C'est une merveille. C'est un symbole de Barcelone. C'est un peu comme la statue de Colón, ou bien la Sagrada Familia. La Boqueria, c'est plus qu'un marché. Ça fait partie intégrante de la ville. C'est comme une institution. J'ai toutes sortes de clients, des gens de la mode, de la politique, des artistes, et puis vous tous. Nous quittons Barcelone. La lumière du jour qui s'achève enveloppe à nouveau les tours fantomatiques de la Sagrada Familia.
le Norway reprend le chemin de la haute mer et met le cap au sud en direction de Lisbonne. Alors que l'équipage du France était essentiellement composé de Français, celui du Norway, fort de plus de 1000 membres, compte plus de 50 nationalités. Le Norway est du reste le seul navire de croisière au sommet duquel flotte le drapeau des Nations Unies. À terre, tout est politique. Ici, comparé à la terre, il règne une franche camaraderie. On rencontre ici un équipage de gens souriants et nous passons vraiment du bon temps, plaisantant entre nous. Et honnêtement, depuis les officiers supérieurs jusqu'aux marins, nous faisons tous partie d'une grande famille. Les métiers ou les qualifications à bord d'un navire de la taille du Norway sont innombrables. Il y a bien sûr les officiers et les marins. Antonio, pour sa part, a en charge les appareils d'amarrage situés à l'arrière du navire. Mais parmi les 1000 membres d'équipage, l'hôtellerie et les services fournissent le plus gros contingent. Avez-vous pensé au nombre de cabiniers, de serveurs, de cuisiniers, de pâtissiers, de sommeliers, de lingères, de barmen, de personnel d'entretien, ou bien encore d'infirmières, de secrétaires, de musiciens, d'hôtesses, de coiffeurs, de moniteurs de sport et d'animateurs, que sais-je encore, d'imprimeurs, de plombiers, d'électriciens, de médecins, ou bien encore de photographes. Avez-vous pensé à tous ces gens qu'il faut pour répondre aux besoins et aux exigences de 2000 passagers en vacances? L'avenir du Norway, je crois qu'il est vraiment prometteur. Tout dépend bien sûr de savoir pendant combien de temps il va pouvoir être rentable. La raison pour laquelle il a arrêté son activité sous le nom de France, c'est parce qu'il perdait de l'argent. On n'avait pas trouvé la solution pour le rentabiliser. Ce bateau peut vivre longtemps, très longtemps. Combien d'années? Vous savez, quand il a été construit, les Français pensaient qu'il vivrait 50 ans. Mais ça coûte beaucoup d'argent pour l'entretenir, pour rénover les équipements à bord. Et la question est de savoir pendant combien de temps nous allons pouvoir continuer ainsi. Parce qu'on doit investir sans arrêt pour l'entretien, pour les machines. Mais le bateau lui-même, tant qu'on l'entretient, peut vivre éternellement. Pour toujours. Éternellement, oui. Le chef mécanicien que nous suivons dans le cœur du navire confirme les affirmations du commandant. Les machines du France sont les plus extraordinaires et surtout les plus fiables qu'il ait jamais rencontrées. Soigneusement entretenues, elles ont gardé l'aspect et le design qu'elles avaient à leur sortie des chantiers de l'Atlantique, dont le nom s'affiche toujours en lettres capitales. Devenu Norway, le navire a été amputé de la moitié de sa puissance afin de réduire la consommation de fioul. Au lieu des 30 nœuds du France, le Norway doit se contenter de 18 nœuds. Après le ronron de l'arbre d'hélice, nous pénétrons dans la bruyante effervescence de la cuisine. L'heure du dîner approche. Jovito, busboy,
entre en scène. Jovito, expliquez-nous en quoi consiste votre travail. Mon travail de boss boy, eh bien, il se compose en 3 parties. Préparer, organiser et nettoyer. Chaque busboy travaille en équipe avec un serveur. Ensemble, ils assurent le service de plusieurs tables du restaurant. Jovi, c'est vraiment un très bon gars. Il travaille dur. Le compte à rebours qui précède l'ouverture du restaurant se poursuit avec la régularité d'un métronome. Chaque jour à la même heure, quand le pain sort du four, les busboys sont déjà là. Au même instant, dans le restaurant encore vide, commence l'appel des serveurs. On doit contrôler les garçons environ une demi-heure avant l'ouverture du restaurant, pour savoir qui doit être là, ceux qui sont absents, et puis il y a ceux qui dorment. Alors on doit les appeler immédiatement. Retour dans les cuisines. Malgré l'approche du coup de feu, le jeune chef français semble avoir la situation bien en main. Combien de personnes travaillent dans les cuisines du Norway? Alors dans les cuisines du Norway, nous avons 150 personnes qui travaillent. Nous avons dans le garde-manger à peu près une trentaine de personnes. En cuisine, en ce qu'on appelle le show, nous avons 35 personnes. Nous avons une dizaine de boulangers, une dizaine de pâtissiers. Nous avons 6 bouchers. Et tous ces gens-là viennent d'horizons différents. Nous avons à peu près 30 nationalités différentes qui travaillent en cuisine. Ça se déroule bien tout ça? Très bien. Donc on sort à peu près 1200 plats principaux, plats chauds en à peu près une demi-heure. Just make sure we will understand. Make a check with your head. Aucun navire ne peut prétendre retrouver la qualité et l'abondance de la gastronomie du France. Pour autant, aujourd'hui comme hier, la table reste l'un des fondements de la croisière. Sur les traces des Argonautes et dans le sillage d'Homère, on ne perd pas le goût des nourritures terrestres. Sur ce point aussi, les navigateurs sont comblés. Parfois, la fête gastronomique du bord prend des allures de pique-nique maritime. Tout est permis en croisière, même de perdre un peu sa ligne, comme le bateau en a donné l'exemple. Après 2 jours de navigation qui l'ont conduit de la Méditerranée à l'Atlantique, au travers du détroit de Gibraltar, le Norway entame la remontée de l'estuaire du Tage en direction de Lisbonne. Le fleuve est vraiment profond? Oui, il y a beaucoup d'eau au milieu. Mais si vous allez sur les côtés, il n'y en a pas assez. Après avoir embarqué le pilote portugais, le Norway poursuit sa route vers Lisbonne. Passant devant la tour de Belém, il s'approche du pont du 25 avril, autrefois pont Salazar, près duquel il va accoster.
Je pense que c'est un bateau magnifique. Tellement chargé d'histoire. C'est le France. Son esprit reste. C'est un formidable compagnon. Nous venons de France. Nous allons bientôt en Irlande. On a été à Barcelone et puis on reprendra le train pour l'Italie. C'était vraiment la seule façon de voyager avec les enfants. Et la vie à bord? Oh, je n'ai jamais mangé aussi bien. Lisbonne, dont la légende attribue la naissance à Ulysse, est avant tout la fille de l'Atlantique et du Tage. Malgré la construction de 2 ponts, la noria des ferries ne ralentit pas entre les 2 rives de la mer de Paille, nom donné par les Lisboètes à la partie la plus large de l'estuaire. Ce spectacle nous ramène 5 siècles en arrière, quand les rives du Tage s'agitaient à l'arrivée des caravelles. À l'époque des grands navigateurs, Lisbonne était le centre du monde. Dominant les bords du Tage, un monument s'élève depuis 1960 afin de célébrer le père des grandes découvertes maritimes, le roi Henri le Navigateur. Ici, à l'époque où il y avait les grands voyages, ça voulait dire quoi? Ça veut dire des dizaines de caravelles, des centaines de bateaux? Nós temos, para meados do século XV, Nous avons au milieu du XVe siècle un auteur, un caravelliste, Fernando Lopes, qui rapportait que rares étaient les jours où il y avait moins de 100 caravelles sur le Tage. Não são navios que vão só à descoberta do Oriente. Évidemment, ce n'était pas que des navires en partance pour la découverte de l'Orient ou de nouvelles routes, mais aussi tous les navires qui reliaient l'Europe atlantique à l'Europe méditerranéenne et qui devaient faire escale à Lisbonne pour se ravitailler, pour que l'équipage se repose ou pour réparer. Les navires venaient de Lübeck et se rendaient en Italie ou quittaient Barcelone pour se rendre vers la France atlantique. Au port de Belém, la petite église où Vasco de Gama se rend pour prier avant le grand départ de 1497 fait place dès 1502 au Géronimos, le monument le plus célèbre de Lisbonne. Édifiée dans le style gothique sous le règne du roi Manuel Ier, l'église abrite aujourd'hui le tombeau du grand navigateur. La construction du monastère de Géronimos, qui doit son nom aux Géronymites, l'ordre religieux descendant des Templiers, dura près de 100 ans. Financé avec les richesses des découvertes, notamment les épices, on a l'habitude de dire que le monastère était fait de poivre. Conjuguant jusque dans le moindre détail les symboles nautiques, ancres, caravelles, créatures marines ou cordages, le cloître du monastère est une ode véritable à la gloire des grandes découvertes. L'une des façons les plus attachantes de découvrir Lisbonne est de le faire à bord de l'un de ces tramways colorés qui serpentent dans les ruelles étroites et tourmentées des vieux quartiers de la ville. Vous aimez faire la ligne 28? Ah oui, beaucoup. Pourquoi? Ah, c'est un trajet très accidenté, varié, oui, vraiment, j'aime bien ça. Vous ne préféreriez pas conduire les nouveaux tramways automatiques? Non. Tout d'abord, on ne m'a pas laissé les conduire. À l'époque, ils ne m'ont pas donné l'autorisation. Et puis maintenant, ça ne m'intéresse plus. Grande métropole, capitale historique,
Lisbonne a su préserver dans certains de ses quartiers une atmosphère de village. Construit au début du siècle afin de relier le quartier de la Baixa à celui du Barrio Alto, situé sur les hauteurs, l'ascenseur de San Justa est l'une des curiosités de Lisbonne. De mètres plus haut, nous découvrons un autre visage de Lisbonne, celui que compose la multitude de toits rouges du vieux quartier de l'Alfama. L'Alfama, c'est la ville blanche, le cœur historique de Lisbonne. Les Arabes, à qui le quartier doit son nom, Alama désignant des sources d'eau chaude, y élevèrent des palais. Les chrétiens y bâtirent des églises. Ravagé par le tremblement de terre de 1755, l'Alfama devint ce qu'il est encore aujourd'hui, un quartier populaire, aux inextricables labyrinthes de rues médiévales, plein de charme et de vie. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Il y a 40 ans. 40 ans? Et pourquoi ici? Pour travailler et gagner ma vie. J'aime beaucoup vivre ici. Les habitants sont aimables les uns avec les autres. On s'entend bien. On est très bien ici. Il ne nous manque rien. La chaude lumière du crépuscule tombe sur Lisbonne, accompagnant le départ du Norway. La tour de Belém, c'est, disons-le, le point de départ d'un parcours de découverte des océans. C'est probablement l'une des dernières images que les marins du début du XVIe siècle emportaient avec eux de Lisbonne. Et c'est la première image que l'on recueille, que l'on voit quand on entre dans le port magnifique de Lisbonne. C'est aussi le point de départ vers les terres nouvellement découvertes par l'Europe, comme le Brésil, l'Inde, et c'est aussi le port d'entrée de nouveaux produits. C'est ici qu'arrivent les épices, mais aussi les animaux exotiques, comme le lion, le rhinocéros, l'éléphant. Lisbonne, c'est aussi le point d'arrivée pour la flore, les nouveaux aliments qui vont plus tard révolutionner le régime alimentaire de l'Europe entière. Cette époque est capitale. Pour la première fois de leur histoire, les Européens prennent conscience de la dimension du monde. Une prise de conscience en fait de la vraie dimension géographique du monde. Et cette nouvelle géographie que le monde entier vient voir à Lisbonne est apportée ici grâce aux caravelles et aux nouvelles cartes. Apparu au XIXe siècle dans les quartiers des entrepôts bordant le Tage,
le fado a longtemps exprimé le destin tragique des Lisboètes. Il continue aujourd'hui à incarner l'âme de tout un peuple. Pour moi, le fado est partout, même si ses racines sont ici, à Lisbonne. L'âme du fado vit ici même. Dans tout notre pays, les gens chantent le fado. Il est en chacun de nous. Je veux dire que c'est pas parce qu'on est à Lisbonne qu'on chante nécessairement le fado. Moi, par exemple, j'ai grandi dans la région d'Alentejo et pourtant, je chante le fado. Eu nasci cá, mas fui criada no Alentejo e, no entanto, canto fado. Le fado, c'est une manière d'être. Ça ne veut pas dire qu'on est triste. Je peux être mélancolique et donner l'impression d'être gai. Cette tristesse, c'est un état d'esprit. À l'instant où le Norway redescend le Tage, on ne peut s'empêcher d'apercevoir dans les reflets du soleil couchant inondant la coque du plus long paquebot du monde, le souvenir nostalgique du France, du Normandie et de l'âge d'or des grands liners.